Il était médecin, père de famille, homme de confiance, et pendant 20 ans, personne n'a rien vu. Pas ses collègues, pas ses patients, pas même sa femme. 20 ans, 250 victimes, et un seul homme. Ce soir, je ne vais pas te parler de monstres. Je vais te parler d'hommes. Des hommes brillants, méthodiques, capables de te regarder dans les yeux et de sourire pendant que leur cerveau calculait quelque chose d'inimaginable. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les tueurs en série les plus intelligents de l'histoire. Ceux que la justice a mis des années, parfois des décennies, à attraper. Ceux qui ont trompé des psychiatres, des enquêteurs, des jurys entiers. Ceux dont les méthodes ont littéralement réécrit les manuels du FBI. Et je te préviens, ce que tu vas entendre autour de la 20e minute va changer ta façon de regarder les gens autour de toi. Parce que le vrai danger, ce n'est jamais celui qu'on voit venir. Avant de plonger dans ces histoires, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Quand on pense à un tueur en série, on imagine souvent une figure instable. Un homme à l'allure dérangée, au regard fuyant, socialement marginal. C'est ce que les films nous ont appris. C'est ce que notre cerveau veut croire. Parce que si le danger ressemblait à quelque chose d'évident, on serait en sécurité. Mais les criminologues ont documenté quelque chose de beaucoup plus troublant. Les tueurs en série les plus difficiles à attraper ne sont pas les plus violents. Ce sont les plus normaux, les plus charmants, les plus intelligents. Ce qu'on appelle en psychologie criminelle un tueur organisé, par opposition au tueur désorganisé, impulsif, qui laisse des traces partout, et quelqu'un capable de planifier, d'anticiper, de contrôler ses émotions. Quelqu'un qui comprend comment fonctionne une enquête et qui agit exactement en sens inverse. Nous sommes dans les années 1970. Seattle, États-Unis. Une ville grise, humide, où les forêts de sapins descendent jusqu'aux banlieues résidentielles. Les journaux parlent de récession économique. Les gens se méfient des inconnus depuis le Watergate. La confiance est en miettes. C'est dans ce contexte qu'un jeune homme souriant, aux cheveux châtains soigneusement coiffés, étudie le droit à l'université de Washington, le jour, et chasse la nuit. Son nom, Ted Bundy. Mais Bundy n'est qu'un début. Parce que pour chaque nom que tu connais, il y en a d'autres, moins célèbres, peut-être plus effrayants, que nous allons explorer ce soir. Des hommes qui opéraient non pas dans l'ombre, mais en pleine lumière. Des hommes que leur communauté respectait, admirait, aimait. Alors installe-toi et écoute bien. Commençons par lui. Non pas parce qu'il est le plus prolifique, mais parce qu'il incarne mieux que quiconque ce paradoxe terrifiant. Un tueur dont l'arme principale était sa séduction. Theodore Robert Bundy est né en 1946. Enfant illégitime, élevé dans la honte d'une époque où avoir un enfant hors mariage était une disgrâce sociale. Sa mère lui a longtemps caché ses origines. Certains enquêteurs ont vu là la première fissure dans une psyché qui allait s'effondrer en silence pendant des années. Mais ce que le monde voyait de Bundy, c'était autre chose. Un étudiant brillant, un bénévole dans une ligne d'aide aux personnes en détresse. Oui, tu as bien entendu. Il aidait des gens en crise suicidaire. Il connaissait les mots justes. Il savait écouter. Ses superviseurs le décrivaient comme l'un de leurs meilleurs éléments. La méthode de Bundy était d'une précision clinique. Il se faisait passer pour un blessé un bras dans une écharpe, une béquille pour que ses victimes l'aident à porter quelque chose. Il exploitait la bonté humaine. Il transformait la compassion en piège. Et quand les enquêteurs ont commencé à établir des connexions entre des disparitions dans plusieurs États, ils ont cherché un profil cohérent. Bundy brouillait les pistes en variant ses terrains. Il franchissait les frontières étatiques, là où la coordination policière de l'époque était quasi inexistante. Voilà la première leçon que les forces de l'ordre ont dû apprendre douloureusement. Un tueur intelligent ne chasse pas là où il vit. Bundy a été arrêté 2 fois, et 2 fois, il s'est évadé. La deuxième évasion, d'une bibliothèque de tribunal, par une fenêtre du second étage, est restée dans les annales comme un exemple de sang-froid absolu. Pendant 8 jours, il a vécu dans la nature du Colorado avant de rejoindre la Floride en autostop. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'intelligence? Ou est-ce quelque chose de plus sombre, une absence totale de peur qui ressemble, de l'extérieur, à du génie? Si Bundy est le nom qu'on connaît tous, Harold Shipman est le nom qu'on devrait connaître. Hyde, Angleterre. Petite ville tranquille du nord de Manchester. Des rangées de maisons en briques rouges. Des jardins bien entretenus. Des gens qui se connaissent depuis 30 ans et se font confiance. Harold Shipman s'installe comme médecin généraliste dans les années 1970. Il est méticuleux, dévoué, ponctuel. Ses patients l'adorent. Les familles lui font confiance. Quand une personne âgée meurt,
Le docteur Shipman signe le certificat de décès sans que personne ne pose de questions. C'est lui le médecin, après tout. Ce rituel va se répéter pendant plus de 20 ans. La cause de mort était toujours naturelle, toujours plausible. Ces victimes étaient majoritairement des femmes âgées, une population pour laquelle une mort subite éveille peu de soupçons. Shipman choisissait ses victimes avec une précision froide, des personnes isolées, sans proches immédiats susceptibles de poser des questions. Pendant des années, même quand des collègues ont commencé à trouver le taux de mortalité chez ces patients légèrement élevé, on a conclu à une coïncidence. Il était vieux, son cabinet. Il prenait des cas difficiles. Ses patients étaient âgés. Logique, non? Logique. Sauf que non. Ce qui a finalement mis fin au règne de Shipman, ce n'est pas une enquête policière sophistiquée. Ce n'est pas un témoin. Ce n'est pas une erreur de sa part. C'est une fille. Kathleen Grundy, 81 ans, est retrouvée morte chez elle en juin 1998. Shipman signe le certificat. Mais la fille de Kathleen Angela Woodruff, avocate, reçoit un testament bizarre, prétendument signé par sa mère, léguant tout à Shipman. La signature semble fausse. Elle contacte la police. L'autopsie révèle une quantité massive de morphine dans le corps de Kathleen Grundy. Et là, les enquêteurs commencent à creuser dans les archives. Et ce qu'ils trouvent les laisse sans voix. 250 victimes confirmées. Le bilan réel est probablement plus élevé. Harold Shipman est le tueur en série le plus prolifique de l'histoire britannique documentée, peut-être même de l'histoire de l'Europe occidentale moderne. Il n'a jamais avoué. Il ne s'est jamais expliqué. En 2004, dans sa cellule, il s'est pendu. Est-ce qu'on saura jamais pourquoi il l'a fait? Est-ce qu'il y a même une réponse qui pourrait satisfaire quelque chose en nous? Edmund Kemper est dans une catégorie à part, quotient intellectuel de 145. Un génie cliniquement certifié. Un homme qui, à 21 ans, était déjà sorti d'un établissement psychiatrique après avoir tué ses 2 grands-parents à l'adolescence et que les psychiatres avaient déclaré guéri. Ce qui rend Kemper fascinant pour les criminologues, c'est sa conscience totale de ce qu'il était. Pendant qu'il commettait ses crimes en Californie au début des années 1970, il fréquentait un bar local où des agents du FBI et des policiers locaux venaient se détendre. Il buvait avec eux. Ils plaisantaient ensemble. Il les écoutait parler de l'enquête en cours. Sur lui. Il récoltait des informations. Il ajustait ses méthodes en temps réel. Quand il a finalement voulu être arrêté, parce qu'il s'est lui-même rendu, il a dû appeler la police plusieurs fois avant qu'on le prenne au sérieux. Sa confession était si détaillée, si méthodique, que les enquêteurs pensaient initialement à un canular. C'était lui qui avait choisi le moment de sa capture. Kemper a ensuite collaboré avec des agents du FBI, dont John Douglas, le pionnier du profilage criminel, pour cartographier sa propre psychologie. Ces interviews ont littéralement fondé la discipline du profilage comportemental moderne. Il expliquait ses pensées avec une clarté presque académique. Un monstre qui a aidé à construire les outils pour attraper les monstres. Mais ce que personne ne savait encore, ce que même les meilleurs criminologues ont mis des années à formuler clairement, c'est que ces hommes avaient quelque chose en commun. Quelque chose qui n'apparaît pas dans les dossiers judiciaires. Ils comprenaient le besoin humain de croire au bien. C'est là que l'histoire prend une tournure que personne n'avait vraiment anticipée. Pendant des décennies, les manuels de psychologie criminelle ont cherché à construire le profil du tueur en série dangereux. Recherche d'un individu asocial, instable, incapable de maintenir des relations normales. Et pour les tueurs désorganisés, impulsifs, laissant des traces, ce profil fonctionnait. Mais pour les tueurs organisés et intelligents, ce profil était exactement ce qu'ils voulaient que vous cherchiez. Pendant qu'on cherchait l'ombre dans les ruelles, ils étaient à la lumière. Chicago, Illinois, fin des années 1970. John Wayne Gacy est entrepreneur en bâtiment. Il organise des fêtes de quartier. Il se déguise en clown, Pogo le clown, pour faire rire les enfants lors d'événements caritatifs. Il a serré la main du vice-président de l'époque lors d'une réception. Sa photo avec l'épouse du président trône dans son couloir. Sous sa maison, dans le vide sanitaire, entre les fondations et la terre, reposent les corps de 26 de ses 33 victimes. Les 7 autres avaient été jetés dans la rivière. Gacy n'était pas stupide, mais sa véritable intelligence était sociale. Il savait exactement quel masque porter selon le public. Entrepreneur respecté avec ses clients, voisin généreux avec ses voisins, militant communautaire avec les élus locaux. La police avait même reçu des plaintes à son sujet des années avant son arrestation. Des jeunes hommes qui disparaissaient après avoir travaillé pour lui. Mais Gacy était respectable. Il avait des références.
On n'allait pas creuser dans le jardin d'un homme qui organisait des barbecues pour ses voisins. Jusqu'au jour où un jeune homme de 15 ans, Robert Piest, disparaît après être allé voir Gacy pour parler d'un job d'été. Sa mère, son père, une famille qui ne lâche pas. Et cette fois, la police creuse, littéralement. Pour comprendre à quel point l'intelligence criminelle peut prendre des formes inattendues, il faut parler d'un cas que beaucoup en Europe ne connaissent pas. Luis Garavito, Colombie, année 1990. Garavito n'était pas instruit. Il n'avait pas fait d'études supérieures. Mais il avait compris quelque chose d'une précision glaçante. Dans une société fracturée par la violence, la pauvreté et le déplacement massif de population, les enfants des rues n'avaient personne pour les chercher. Ils se déguisaient en mendiants, en moines, en travailleurs sociaux. Il offrait de la nourriture, de l'argent, de la compassion, et il opérait dans plus de 50 villes différentes, en se déplaçant constamment pour éviter tout schéma géographique. Quand il a été arrêté en 1999, pour une toute autre affaire, initialement, les enquêteurs ont commencé à recouper des dossiers de disparition à travers tout le pays. Garavito a lui-même guidé les enquêteurs vers les corps. Pas par remords, par calcul. Il espérait réduire sa peine. Son bilan, 172 victimes confirmées. C'est officiellement le tueur en série avec le plus grand nombre de victimes documentées de l'histoire moderne. Un homme sans diplôme, sans réseau, sans intelligence académique, mais avec une compréhension absolue des failles d'un système et une patience que peu d'humains sont capables de maintenir. Et maintenant, je veux te dire quelque chose. Quelque chose que les documentaires ne disent pas souvent. Quelque chose que j'ai trouvé en lisant les transcriptions d'interviews des enquêteurs qui ont travaillé sur ces affaires pendant des années. Ce n'est pas leur intelligence qui les a rendus invisibles si longtemps. C'est la nôtre. Réfléchis. Kathleen Grundy est morte. Le médecin a signé le certificat. Personne n'a posé de questions. Parce qu'on ne questionne pas le médecin. On lui fait confiance. Cette confiance est inscrite dans notre culture, dans notre éducation, dans nos réflexes. John Wayne Gacy organisait des fêtes de quartier. Des plaintes avaient été déposées, mais il était respectable, entrepreneur, militant, souriant, et les jeunes hommes qui disparaissaient n'avaient pas la même valeur sociale perçue que lui. Leur absence ne pesait pas assez lourd dans la balance. Edmund Kemper buvait avec les enquêteurs. Personne ne la regardait différemment. Parce qu'un monstre, dans notre imaginaire collectif, ça ne boit pas une bière en blaguant. Ça n'a pas l'air normal. Et c'est là que réside la vérité la plus dérangeante de ce soir. Ces hommes n'ont pas trouvé des failles dans nos systèmes de sécurité. Ils ont trouvé des failles dans notre psychologie, notre tendance à faire confiance à l'autorité, notre réticence à accuser celui qui sourit, notre incapacité à croire que le danger peut porter un visage familier, notre hiérarchie invisible et souvent inconsciente de qui mérite qu'on s'inquiète pour eux. Les chercheurs qui ont étudié ces affaires en profondeur ont un terme pour ça, le biais de normalité. Notre cerveau refuse activement d'intégrer une information qui contredit notre modèle du monde. Quand quelqu'un correspond à notre idée de personne normale ou personne respectable, un filtre s'active. Les signaux d'alarme passent. On les réinterprète. On les minimise. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de la biologie. Notre cerveau est câblé pour la confiance sociale. C'est ce qui nous a permis de vivre en communauté, de construire des civilisations. Mais c'est aussi ce qui crée un angle mort que certains individus, rares mais réels, savent exploiter avec une précision chirurgicale. Et voilà ce qui change quelque chose pour moi dans ces histoires. Ce ne sont pas uniquement des récits de crimes, ce sont des radiographies de nos propres vulnérabilités collectives. Des miroirs tendus vers les systèmes que nous avons construits, médicaux, judiciaires, sociaux, et vers les biais que nous portons tous sans même le savoir. Voilà où ces histoires finissent, dans les faits. Ted Bundy a été exécuté sur la chaise électrique en Floride le 24 janvier 1989. Il a finalement avoué 30 meurtres. Le vrai bilan est probablement plus élevé. Dans ces dernières heures, il a attribué ses crimes à la pornographie, une explication que les experts ont unanimement rejetée comme une dernière tentative de manipulation. Harold Shipman n'a jamais avoué, jamais expliqué. Le rapport publié en 2002 a révélé des défaillances systémiques profondes dans le système médical britannique, des procédures qui ont depuis été profondément réformées. La mort de Shipman, en 2004, a privé les familles des victimes de toute réponse. Edmund Kemper est toujours en vie. Aujourd'hui âgé de 74 ans, il est incarcéré en Californie. Il n'a jamais demandé la liberté conditionnelle. À une occasion, on lui a demandé pourquoi. Il a répondu « Je sais exactement ce que je suis ». John Wayne Gacy
a été exécuté en 1994. Avant de mourir, il a déclaré « Prendre ma vie ne compensera pas les vies perdues ». Il peignait des tableaux représentant Pogo le clown pendant son séjour dans le couloir de la mort. Ces tableaux ont été vendus aux enchères. Luis Garavito a été condamné à plus de 1800 ans de prison, la peine maximale applicable en Colombie. En raison de sa coopération avec les enquêteurs, sa peine a été considérablement réduite. Il a été libéré en 2014. Son sort actuel est inconnu du grand public. Ce que ces histoires révèlent, au fond, c'est quelque chose que nous préférons ne pas regarder en face. Le mal n'a pas toujours un visage évident. Parfois, il porte une blouse blanche, parfois un costume d'homme d'affaires, parfois des mains de bénévoles qui tendent de la nourriture à un enfant dans la rue. Et nos systèmes, nos hôpitaux, nos tribunaux, nos communautés sont construits sur la confiance, parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner autrement. Une société qui soupçonne tout le monde de tout ne peut pas vivre. Ce n'est pas un défaut de nos institutions, c'est leur fondement même. Mais ces affaires ont changé des choses concrètes. Le FBI a créé l'unité des sciences du comportement, directement inspirée par les interviews de Kemper et d'autres. Les certificats de décès sont désormais soumis à des contrôles croisés au Royaume-Uni. Les procédures pour les personnes disparues ont été réformées dans de nombreux pays. Le mal, quand il est suffisamment documenté, finit par générer des protections. Ce n'est pas une consolation, mais c'est quelque chose. Et moi, ce qui me reste après avoir plongé dans ces dossiers, c'est une question que je ne peux pas tout à fait faire taire. Est-ce que l'intelligence, quand elle est séparée de l'empathie, devient quelque chose d'entièrement différent? Quelque chose de froid, de calculateur, qui ressemble à de l'intelligence mais qui en est le négatif exact? Je n'ai pas de réponse. Peut-être que personne n'en a. Avant de partir, je veux te poser une question. Et je veux vraiment que tu y réfléchisses. Luis Garavito a coopéré avec les autorités. Il a guidé les enquêteurs vers les corps de ses victimes, permettant à des familles de faire leur deuil. En échange, sa peine a été réduite de décennies. Est-ce que cette coopération méritait une réduction de peine? Ou est-ce qu'il existe des actes pour lesquels aucune coopération ne peut justifier une remise en liberté? Il n'y a pas de bonne réponse. Juste la tienne. Écris-la en commentaire. Parce que ce débat-là, il mérite d'être eu. Et si cette vidéo t'a tenu en éveil jusqu'ici, si tu as senti quelque chose se déplacer dans ta façon de voir les choses, alors la prochaine vidéo va encore un cran plus loin. Parce qu'il existe des affaires dans lesquelles ce n'est pas un individu qui a tué. C'est un système entier. Des institutions. Des gens qui savaient. Des gens qui se taisaient. Et ça, c'est peut-être encore plus difficile à regarder en face. La semaine prochaine, ici, tu seras là?